d'abord me présenter rapidement et rappeler les objectifs de cette conférence. Donc, on est ici pour parler système engineering et notamment la question qui était, vous faites du système engineering au quotidien sans le savoir. Donc, l'idée, c'est de vous ouvrir l'esprit par rapport à ce qu'on attend du système engineering, par rapport à ce qu'il doit faire, mais aussi de se dire, bah, finalement, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien? Vous allez voir pendant notre entretien que bah, on a beaucoup de clichés par rapport à cette activité-là et que bah, finalement, elle va au-delà de ce qu'on pourrait lui demander d'un point de vue classique en système engineering et en termes de projet et de développement de produits. Et puis, bah, au-delà de son rôle premier, c'est de se dire aussi qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien en tant qu'ingénieur, quel que soit mon domaine. Donc, je suis Mathieu Sauvage, je suis ce qu'on appelle le practice leader des activités système MBSE chez Technologie Stratégie dans la partie engineering. Donc, l'objectif d'un practice leader, bah, c'est d'animer une communauté et de faire vivre le savoir-faire de notre groupe sur une activité bien précise. Donc, en l'occurrence, moi, c'est le système engineering. Donc, je fais ça depuis 4 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai rejoint le groupe il y a 8 ans dans un mois, presque jour pour jour, en tant que chef de projet technique, ce qu'on appelle un design leader chez un équipementier automobile. Et j'ai une expérience de 18 ans dans le développement de systèmes embarqués. Donc, quand j'ai commencé, j'étais pas systémier, j'étais en simulation physique. Donc, je développais des modèles pour de la liaison au sol. Donc, j'étais un mécano finalement. Et bah, au fur et à mesure, j'ai eu de la chance dans ma première entreprise bah, de développer cette activité-là. Et donc, au fur et à mesure, on m'a donné carte blanche pour essayer de développer des activités autour de la modélisation MATLAB Simulink et donc rapidement le développement de software embarqué. Donc, du coup, j'ai commencé avec du code généré. De ce code généré, forcément, il fallait l'intégrer. Ensuite, on s'est intéressé à un soft complet de mon côté. J'ai continué sur ces aspects-là. De fil en aiguille, et parce que je suis curieux et que j'aime bien regarder un peu ce qui se passe au-delà de ma fenêtre pour essayer de m'améliorer et de proposer des solutions concrètes et efficaces dans le développement de mes produits, bah, je me suis intéressé au hardware, d'abord avec les couches basses, puis après avec les cartes électroniques, après avec des devices complets. Donc voilà. Et donc j'ai continué à progresser jusqu'à ce rôle de design leader. Alors vous allez me dire, c'est très bien Mathieu, mais on ne voit pas du tout l'aspect système engineering. En fait, c'est grâce à ce poste ou cette mission que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une prise de hauteur assez importante pour pouvoir gérer l'équipe, pour prendre les bonnes décisions, parfois les mauvaises, ça peut arriver. Et surtout, j'avais besoin de maîtriser la connaissance de mon produit, pas forcément dans le détail, mais de façon haut niveau pour être sûr que quand un R2 propose une solution par rapport à un software, je puisse prendre les décisions en conséquence. Et donc, en fait, bah, en cherchant un petit peu, en me documentant pour essayer de m'améliorer, bah, je me suis aperçu que finalement, c'était le rôle de système ingénieur tel qu'on le voit, puisqu'il faut connaître son produit et le définir à haut niveau. Et finalement, ça va un peu plus loin. Et quand j'ai commencé à regarder les normes et des choses comme ça, bah, je me suis rendu compte que finalement, je faisais du système engineering sans le savoir. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué à progresser et que je me suis dit, bah, finalement, au quotidien, j'en fais depuis des années. Je vous pose une simple question, une réflexion. Aujourd'hui, c'est quoi pour vous la première impression que vous avez quand vous entendez le mot système engineering? Donc, bien évidemment, euh, moi, je vais vous le dire, en règle générale, c'est une connotation assez péjorative. Pourquoi péjorative? Parce qu'on est souvent considéré comme des empêcheurs de tourner en rond, à vouloir tout spécifier, à faire de la bureaucratie, euh, à essayer de vouloir contrôler les gens.
C'est souvent les choses qu'on entend autour de ça. Et tout simplement parce qu'on essaie de le cantonner à une certaine zone d'activité, euh, parce qu'on est humain, qu'on essaie de s'organiser et qu'on estime qu'on a besoin d'experts. Et un expert ne peut pas être un expert dans tous les domaines. Et donc, on essaie de compartimenter les activités, si bien que, bah, en fait, on a beaucoup de clichés. Alors, je ne vais pas vous les énumérer, hein, c'est un sacré slide et l'objectif, il n'est pas là, mais c'est pour vous montrer qu'il y en a beaucoup autour de cette discipline. Donc, je vais l'appeler discipline pour l'instant. Euh, et que, en fait, on pourrait catégoriser ça sous 4 catégories. Il y a la première qui est souvent parce qu'on est en début de cycle, on est souvent sur des produits qui soit n'existent pas, soit des cahiers des charges clients. On essaie de voir comment on peut les faire évoluer au cours du temps. Et donc, on est vraiment sur un aspect conceptuel. On reçoit un besoin, on essaie de le comprendre et on essaie de se dire comment on va y répondre par la suite. On est vraiment en haut du cycle en V. Et donc, ça a une connotation très abstraite, pas très concrète. Et les équipes de développement, et c'est ce qu'on leur demande, c'est de réaliser des choses concrètes, c'est de trouver des solutions techniques. Donc forcément, c'est un peu des mondes qui s'opposent. Et puis de surcroît, on est des humains, on aime bien ce qui est concret. Donc c'est toujours difficile de matérialiser le système engineering. Et donc du coup, on trouve ça, et c'est le deuxième pilier, très complexe. On a l'impression que c'est des grandes théories, qu'on essaie de faire une usine à gaz, qu'on essaie de décortiquer tout, d'architecturer tout dans tous les sens. On a l'impression que ça prend du temps, alors qu'on pourrait aller très rapidement vers une solution technique, tester des choses et puis on verra bien. Donc forcément, ça a aussi cette notion-là de complexité. Et puis aussi, on a l'impression que, et c'est la troisième catégorie, que les systèmes veulent tout contrôler, qu'on a parfois du mal à nous arrêter à haut niveau, qu'on va trop loin dans les solutions et qu'on contraint et qu'on bride les ingénieurs de développement par rapport à ça, en disant vous êtes trop intrusif. C'est un des mots qui revient de façon très récurrente. Et enfin, le dernier pilier que je n'ai pas encore cité, c'est que c'est pas très malléable. C'est-à-dire que c'est pas très souple. C'est-à-dire que vous prenez beaucoup de temps pour essayer de mettre des grandes théories, pour écrire votre documentation, pour faire des architectures. Vous nous demandez de tester des trucs en amont avant de commencer à faire des choses, si bien que les gens ne sont pas très patients avec le système engineering. Le système engineering, c'est comme quand vous voulez acheter une maison. Quand vous voulez acheter une maison, ou faire une maison plutôt, plus exactement, bah, quand vous allez chez un architecte, vous achetez un terrain, vous avez telle dimension, vous aimeriez ceci, cela, une piscine, pas de piscine, une véranda, des choses comme ça. Bah, en règle générale, posez-vous la question, est-ce que l'architecte vous montre les plans tout de suite ou il vous montre, parce qu'aujourd'hui c'est moderne, une projection 3D de ce que pourrait être votre maison? Alors, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cantonne plus le système engineering dans le plan. Ça ne vous parle pas, vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est pas concret, vous avez du mal à vous identifier, à vous dire ah, ça va être ma maison, à faire confiance à l'architecte, tout simplement parce que vous ne voyez pas forcément les choses. Mais en fait, un architecte, certes, au début, il fait des plans. Et après, il vous faut des projections. Mais après, une fois qu'on a signé le bon de commande et qu'on se lance dans les travaux, il y a toute une organisation. On sait qu'on commence par la maçonnerie, faire les fondations, faire les murs. Après, on va commencer à mettre tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui va être électricité, les plaquistes. Et puis finalement, à un moment donné, on va arriver à la décoration, voire même à l'ameublement et au déménagement. Et puis on remet les clés et merci. Donc en fait, malgré ces clichés-là, et malgré le fait que au début, ça peut être parfois abstrait, bah, le système engineering arrive à des choses concrètes, notamment l'architecte qui peut vous faire une projection, donc c'est grâce à la modélisation. Donc aujourd'hui, le MBSE est quelque chose de très important dans le système engineering. Ça permet déjà de concrétiser les choses et ça peut être couplé avec d'autres domaines. Mais au-delà de ça, il vous accompagne tout au long du projet. Et c'est lui, quelque part, qui est l'architecte global de la feuille blanche jusqu'à la remise des clés, donc la définition du produit final. Imaginons, on ne fait pas de système engineering.
D'accord? On vous laisse carte blanche. Et posez-vous la question, est-ce qu'on sera plus efficace? Parce qu'il n'y aura pas de bureaucratie, il n'y aura pas de documentation. Est-ce qu'on va aller plus vite pour développer? Et si on va plus vite, est-ce qu'on va faire moins d'itérations et ça nous coûtera plus cher? Pensez à tout ça. Et puis, en fait, moi, je vais vous répondre que, bien évidemment, je vais vous répondre non, que ça va être très compliqué. Non pas parce que je veux vous convaincre, mais parce que dans mon expérience, à chaque fois qu'on n'a pas de documentation, qu'on n'a pas fait d'architecture, il y a toujours le problème humain. Parce qu'on est des équipes et on a chacun notre spécialité, chacun notre vision de voir les choses. Et à chaque fois qu'il manque de la documentation, qu'un requirement n'a pas été là, etc., bah, on entend souvent: ah bah tu ne me l'as pas dit. Ah mais pourquoi ça a changé? Depuis quand ça a changé? J'ai pas été informé. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Et en fait, tout ça fait que, ben, comme on est humain et qu'on doit se comprendre, bah, des fois, poser les choses, faire des petits dessins ou poser du texte, ça permet d'aller plus vite. J'ai fait un petit exercice avec ChatGPT. Je lui ai posé, et donc ça, c'est pour vous les illustrer, hein, que bah, finalement, quand on spécifie les choses, qu'on essaie de donner des éléments de réponse, bah, ça facilite quand même votre travail. Donc, j'y ai repensé il y a une semaine ou deux, j'ai discuté avec mes parents. Puis on se remémorait le passé, notamment une de nos anciennes maisons. On avait une balançoire avec ma sœur, on s'amusait pas mal, pas mal, et on n'avait pas de photo de cette balançoire, donc on essaie de se remémorer un petit peu comment c'était. Et donc je dis, bah, tiens, c'est un bon exemple pour ma conférence. Je vais voir avec ChatGPT s'il va savoir le faire. Et donc je lui ai posé une simple question, dessine-moi une balançoire. D'accord? Et donc vous avez cette première balançoire qui a été définie, toute simple, avec une corde, un arbre, et puis un support pour s'asseoir exactement. Bien évidemment, on n'avait pas ça. On avait quelque chose en métal avec deux balançoires. Elles étaient rouges et puis il y avait un toboggan. Moi, je préfère le toboggan, ma soeur préfère la balançoire. Bref, ça, c'est une anecdote. Et donc, du coup, bah, comme il m'a proposé ça, bah, j'ai dit, c'est pas exactement ça. Donc, j'ai commencé à lui donner un peu plus d'informations. J'ai précisé les choses. Donc, j'ai dit, fais attention, la balançoire, elle est rouge, le toboggan, il est bleu. Et donc, il m'a fait cette deuxième photo. Donc, vous voyez qu'en quelques mots, quelques explications, bah, il a commencé à faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc, ce n'est pas encore parfait, parce que le toboggan était attaché à la balançoire, etc., etc. Mais finalement, c'est déjà une première élément de réponse. Alors, s'il y a des petits malins, et surtout à distance, ils ont dû voir que j'ai précisé dans la première demande without any explanation. En fait, c'est normal parce que la première fois que j'ai rentré dans le chat GPT, juste dessine-moi une balançoire, il m'a répondu, bah, tu ne me donnes pas assez d'éléments, je ne suis pas capable de le faire. Donc en fait, même chat GPT a compris que le système engineering était important puisque il souhaite qu'on précise certaines choses. Donc c'est pour vous montrer que bah, finalement, il y a peut-être un intérêt à en faire et que si on le fait bien évidemment, je n'ai pas dit que c'était la solution parfaite, il faut le faire correctement, mais ça vous montre quelque part que même des outils modernes ont besoin de ces informations-là. Et on voit typiquement qu'ici, il faudrait continuer à préciser certaines choses pour que j'ai l'image que je souhaitais, celle de mon enfance. Très souvent, ce que j'entends, c'est requirement et architecture, c'est-à-dire qu'on les cantonne à cette activité-là. En fait, ça va plus loin que ça, mais effectivement, c'est un des travaux qu'ils ont à faire, puisque effectivement, quand on reçoit un besoin, on essaie de l'analyser, on essaie de le spécifier. Donc ça, c'est notre job au quotidien. On va dire, c'est celui où, en fait, on le voit, tout simplement parce qu'il y a des work products associés. Il y a une spécification, il y a une architecture, peu importe comment on les fait, mais il y a quelque chose de visuel qui se concrétise et qui est partagé aux autres. D'accord? Et donc ça, en fait, c'est un cliché qui a été poussé et qui fait qu'aujourd'hui, on ne cantonne les systémiers qu'à ce rôle-là, finalement. Très souvent, quand vous prenez une fiche de mission, ben, c'est un systémier, il doit savoir écrire des requirements, il fait une architecture. Et puis après, on met des soft skills pour l'organisation, des choses comme ça, mais qu'on ne met pas en avant, alors qu'on devrait. Tout simplement
Parce que, effectivement, le travail premier et qui se voit, donc finalement la face visible de l'iceberg, ça va être les work products autour des requirements et des architectures. Mais en fait, il y a plein de choses derrière et qui sont en dessous ici, qui sont la face cachée d'un iceberg que réalise au quotidien un systémier. Et donc, on peut les regrouper en 4 catégories. La première chose, c'est de s'occuper du besoin et de la demande initiale. C'est-à-dire que quelqu'un a besoin de quelque chose. D'accord? C'est pour ça qu'on réalise des produits tous les jours dans le système embarqué ou en informatique, des choses comme ça. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui a un besoin. Ça peut être euh, de la recherche-innovation parce qu'on veut créer les voitures du futur euh, ou des engins du futur, qu'on veut aller dans l'espace et il faut inventer des choses. Ça peut être l'amélioration de quelque chose, ça peut être un benchmark, peu importe. Et donc, on doit réussir à comprendre le besoin et à le faire partager. Et on le fait partager par les requirements et de l'architecture. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est vraiment le travail qui se voit quasiment tout de suite. On le reconnaît facilement. Le deuxième, bah, c'est d'être capable de retransmettre ce besoin en fonction de l'organisation. Je pense que vous avez tous de l'expérience et beaucoup d'entre vous ont dû voir avec la même fiche mission, le même métier, des choses qui ont été faites complètement différemment. Pas le même process, pas les mêmes équipes, pas le même découpage. Et donc, en fait, le systémier, il a ce rôle-là. C'est-à-dire que quand il retranscrit le besoin et qu'il va le partager pour être sûr que l'équipe de développement réussit à comprendre, qu'ils réussissent à les embarquer et qu'ils puissent se développer correctement par rapport à ce qu'il est attendu, il faut s'adapter à cette situation-là. Et donc, quand il fait son architecture, quand il fait ses requirements, il s'adapte aussi à cette situation-là. Bien souvent, vous pouvez voir aussi entre deux clients des expertises qui sont différentes. Certains achètent des ECUs, d'autres en fabriquent parce qu'ils ont l'expertise. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et bien évidemment, à la fin, on doit avoir un produit. Donc si on laisse aussi libre cours aux équipes de développement, parfois, ils inventent des choses qui ne sont pas fabricables ou qui ne soient pas rentables. Donc il y a aussi ces notions-là à prendre en compte. Et donc, le systémier aide aussi à pouvoir travailler sur ces aspects-là et être sûr qu'à la fin, la voiture est géniale, mais on peut la fabriquer et on va gagner de l'argent aussi avec. Son objectif, un systémier, va au-delà d'écrire des requirements. Et les soft skills qui sont souvent secondaires, finalement, sont primordiales. Parce qu'en fait, son travail, c'est d'abord de simplifier les choses, de clarifier les choses, d'avoir une stratégie. Et de cette stratégie, il faut pouvoir la partager. La partager, ça veut dire aussi convaincre, être sûr que les équipes de développement sont d'accord avec ça, ils le développent, et donc des fois, il y a des arbitrages à faire. Donc, il a aussi un rôle de médiateur, quelque part là-dessus. Et donc, c'est des choses qui sont importantes. Et bien évidemment, il doit mesurer les risques et pouvoir fournir des éléments pour prendre des décisions. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on fabrique, etc. Et donc, la chose la plus importante finalement, c'est ce que j'ai mis en dernier, c'est d'arriver à démystifier la problématique. Et donc, quand on dit qu'il complexifie les choses, au contraire, il est là pour les simplifier. L'objectif, c'est de simplifier. C'est pour ça que on crée un produit sous forme de couche d'oignon, avec des systèmes, un système qui est en sous-système, ces sous-systèmes avec d'autres sous-systèmes, jusqu'à décomposer, jusqu'au métier hardware, software, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les choses qu'il fait au quotidien. Donc, pour faire une analogie, pour vous expliquer un peu ce que je veux dire avec ce que je viens de vous exprimer sur ces 4 piliers et ces soft skills qui sont importants finalement chez un systémier, le systémier, c'est comme un compositeur de musique. C'est comme Mozart. Quand l'Opéra de Vienne ou l'empereur lui commande une symphonie, une mélodie, tout de suite, le premier truc, il essaye d'avoir la musique, l'ambiance, le thème, les harmoniques, et il les couche sur papier. Donc, il prend du papier à musique et il commence à écrire les notes. Bien évidemment, à un moment donné, il sait qu'il va jouer ça avec un orchestre qui a des cordes, qui a des cuivres, qui a des percussions, qui ont chacun leur spécificité, leur spécialité. Il sait pertinemment que certains sons, certaines mélodies, certains
la passion ou les sentiments qu'on peut ressentir quand on écoute une musique ne sont pas les mêmes entre les cordes et les cuivres, par exemple. Et donc, son objectif, c'est ça, et c'est ça qu'il fait. Donc, comme un concept, il crée cette mélodie. Une fois qu'il en est content, à partir d'une certaine maturité, il va commencer à travailler avec les différents corps d'instruments. Il va faire jouer individuellement, puis ensemble, et puis il va voir si c'est harmonieux, etc. Donc, il commence avec les musiciens à créer cette musique. Peut-être que des fois, c'est trop compliqué, qu'il faut ralentir le tempo, qu'il faut changer les notes parce que c'est pas joli. Et puis finalement, quand on met les cordes et les cuivres en même temps, bah, ça sonne pas bien. Donc ils le retravaillent, ils participent avec eux. Ils essaient de développer quelque chose ensemble. Et puis à un moment donné, on est satisfait. On est satisfait et on se dit, bah, tel jour, on va faire la première et on va proposer ça à un public. Et donc, forcément, on se prépare, on met tout le monde en place, on fait les petits accords pour être sûr avant juste le concert. Donc ça, on produit quelque chose, on se prépare. Et puis finalement, quand on livre et qu'on joue cette musique au public, l'objectif, c'est que pas le client, mais forcément les spectateurs, ce que je voulais dire, soient satisfaits. Et donc, finalement, il est là du début jusqu'à la fin, parce qu'il peut même être le chef d'orchestre pour s'assurer que quand on livre la musique, tout se passe bien, toutes les notes sont bonnes, il recueille les réactions du public, ils sont satisfaits, etc. Et donc, d'un rôle de compositeur, il se retrouve avec un rôle de chef d'orchestre. Donc, là, on a beaucoup parlé du systémier, finalement. On a présenté un peu le système engineering et on l'a centré sur un rôle de systémier. En fait, là, ce que j'espère que vous avez pris conscience, c'est que au-delà du systémier et d'une personne qui représente le système, il y a une activité ou une discipline qui s'appelle system engineering. Et que finalement, au lieu de la voir comme euh, une discipline à part entière sur un projet, c'est quelque chose qui doit faire partie de l'équipe. C'est comme si c'était une autre personne qui nous aide au quotidien pour réaliser les choses. Et qu'en fait, quand on parle de system engineering, le mot le plus important, c'est pas engineering, c'est système. C'est-à-dire qu'on est au service du système. L'objectif, c'est de produire le système, c'est de produire le produit et de le livrer. Donc, si la musique ne vous parle pas, je prends une autre analogie, je vais parler de sport. Et là, je vais parler un peu de Guardiola ou de Mourinho. Euh, Finalement, quand on parle de système engineering et de systémier, c'est comme des entraîneurs de foot ou d'autres sports collectifs. Je ne suis pas fermé à ça. Je suis plus à l'aise avec ça, mais il y en a bien d'autres sports. Et en fait, la première chose qu'il fait quand il veut imprimer une philosophie de jeu, parce qu'il est convaincu que grâce à cette philosophie, pardon, il peut gagner, et il va gagner comme ça, je pense que Guardiola le montrait avec sa philosophie, par exemple, et ben, il va d'abord coucher sur tableau blanc sa tactique, et très rapidement, il va en discuter avec les joueurs qu'il a à sa disposition et ceux qui peuvent venir pour essayer de les faire adhérer. Il leur explique cette stratégie, il leur explique comment se positionner. Et à un moment donné, bah, on va à l'entraînement et on développe cette tactique. On essaie de mettre de la symbiose, des automatismes. Donc, les ailiers parlent avec les défenseurs latéraux, les défenseurs centraux avec les milieux défensifs, les attaquants avec les numéros 10, etc. Et très rapidement, parce qu'on fait ça, qu'on essaie de convaincre, ce sont les joueurs qui prennent en main cette philosophie de jeu. C'est-à-dire qu'ils commencent à discuter ensemble. C'est là qu'ils commencent à finalement travailler ensemble sur ces aspects-là pour essayer de trouver des solutions. Et de se dire, bah voilà, quand tu te déplaces comme ça, tu devrais plus te déplacer comme ça m'ouvre l'espace, où on peut essayer de se faire un 1-2 comme ça. Et en fait, on crée des infinités et finalement, les deux personnes ou les autres personnes créent quelque chose pour pouvoir pour que ça fonctionne. C'est comme pour le développement. Et donc, au final, bah, à un moment donné, bah, en début de saison, on l'essaye, cette tactique, ou c'est plusieurs tactiques qu'on peut avoir. On fait des essais pour voir si ça fonctionne bien ou pas. On fait machine arrière, on adapte la chose, on avance. Et puis finalement, quand on va en match, on joue. Et puis il y a les premiers résultats.
on s'aperçoit que ça marche. Ben, on répète cette chose-là. C'est comme quand on répète les mêmes automatismes sur les produits. Et donc, in fine, ben, on commence à gagner des matchs parce qu'on y croit, parce que ça marche. Et au final, ben, on gagne le trophée. Et si j'ai pris deux exemples complètement à l'opposé, que ce soit Mourinho ou Guardiola, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une unique solution. Il y a plusieurs solutions qui permettent de gagner des trophées. C'est deux personnes qui ont des philosophies complètement différentes et qui ont gagné les mêmes compétitions. Ils n'ont pas tous, ils n'ont pas le même palmarès, on va dire. Ça se joue un peu, mais finalement, deux choses différentes peuvent marcher et peuvent amener jusqu'à la victoire. L'objectif, en fait, c'est de vous montrer que la philosophie, c'est d'avoir l'adhésion des gens et finalement que ces gens se l'approprient et qu'ensemble, on avance pour définir le produit qu'on veut. Et donc, moi, je vous pose une simple question. C'est finalement, cette tactique, une fois que l'entraîneur l'a mis en place, et donc une fois que le systémier a posé les bases de la définition de produit, qui se l'approprie? Qui travaille au quotidien pour réaliser le produit? Qui essaie de trouver des compromis? Qui discute ensemble pour avoir un but commun et avancer jusqu'au bout? Ce sont les joueurs. Ce sont les équipes de développement. Donc en fait, les équipes de développement, euh, elles vont avoir un rôle central, c'est-à-dire que c'est vous qui allez faire le système engineering après derrière. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place, tout ce que le système a mis en place au départ, finalement, c'est à vous après de trouver les solutions techniques. Donc c'est à vous de discuter entre vous. Je prends un exemple très marquant. Bon, désolé, ça va être un peu d'engineering, mais quand on fait une carte électronique avec du soft et du hard, bien souvent, on a quelque chose qui s'appelle les hardware software interface. Ben, même si le système, à un moment donné, vous a spécifié des choses, il faut que le hardware et le software discutent ensemble pour trouver des compromis. Et là, le systémier, c'est trop technique pour lui. C'est des choses qu'il n'a pas besoin de voir. Lui, il a dit, il me faut juste que j'ai une fonction de réveil. Cette fonction de réveil et la technicité et la solution technique qu'on met en place, c'est le hardware et le software. Et donc, il faut qu'ils arrivent à trouver un moyen de fonctionner ensemble pour être sûr que ça fonctionne à la fin. Et donc, finalement, le barrissant de l'activité de système engineering part du systémier au départ et se déplace vers les équipes de développement. Donc ça montre bien que faire du système engineering, c'est du début jusqu'à la fin d'un cycle de développement. Finalement, et c'est sur quoi je voulais insister aujourd'hui, je voulais vulgariser, certes, pour vous montrer déjà qu'il y a, il y a des aspects du système engineering qu'on ne voit pas ou qu'on pressent qu'ils ne le font pas, et que finalement, en fait, certes, le système est là au début, mais c'est vous qui portez le système engineering, c'est vous qui faites vivre le produit, qui fasse avancer dans la maturité, qui prenez des décisions techniques, qui vous dit à un moment, dans cette phase projet, on va aller jusque-là, puis après ceci, puis après cela, jusqu'à avoir un produit mature. Et donc, finalement, comme je vous dis, vous en faites au quotidien, sans vous en rendre compte. Maintenant, j'espère que je vous ai ouvert les yeux là-dessus, et on va se poser la question de se dire, mais OK, certes, j'en fais, mais du coup, comme j'en fais, je vais peut-être aller un peu plus loin et voir ce qu'au quotidien, ça peut m'apporter. Peut-être que ça peut aussi m'améliorer. Donc, pour resynthétiser un petit peu le cycle de développement, finalement, un systémie, il fait ça. Il prend les besoins. Ces besoins, il essaie de les comprendre. Il en fait une spécification, un concept. Et après, on va passer dans une phase de design. Donc, on va aller un peu plus, on va spécifier les choses un peu plus en profondeur. Et puis qu'une fois les équipes de développement ont fini, on va essayer d'intégrer les petits bouts au fur et à mesure de leur maturité et de l'agencement qu'on a besoin. Par exemple, un soft sans carte électronique, ça ne va pas aller très loin. Et puis, une fois qu'on a tout assemblé ensemble, on va passer à la validation et puis on va livrer le produit. En fait, ce cycle-là, on dit pour un produit, chacun dans son métier le fait, à son échelle. Chacun dans son expertise fait ce travail-là. Soit hard software, vous recevez une spécification de système, vous essayez de la comprendre, vous essayez de la clarifier avec lui pour essayer de bien comprendre. Vous en faites des premières équations ou des premières lignes de code pour essayer de clarifier les choses, pour pouvoir faire un design
Et ce design, bah, au fur et à mesure, vous intégrez des composants pour avoir un soft complet, vous intégrez des bouts de cartes pour la carte électronique, puis après, vous essayez de faire le truc dans son ensemble, vous faites une validation software complète, et après, vous livrez votre software. Donc finalement, ce cycle-là, tout le monde le fait au quotidien. Si on reprend les analogies, en espérant qu'elles vous ont marqué, quels sont voilà, au niveau de la maison, au niveau du compositeur, de l'entraîneur ou de Frank Etchen, il y en avait d'autres, mais voilà, c'est les quatre les plus marquantes. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les messages importants euh, qu'on veut faire par rapport à ces analogies-là? Bah, tout simplement, on a montré qu'avec la maison, certes, il y a des choses abstraites, mais très rapidement, un systémier peut les rendre concrètes, on peut se projeter, et c'est son objectif finalement quand il crée une architecture ou une spécification en fonction de vos souhaits. Le compositeur, on a vu que c'était finalement la personne qui impulse euh, la création du besoin. Par ses notes sur papier, finalement, ça va, à un moment donné, quand les musiciens vont jouer, ça va jouer de la musique. Donc, de simple gribouillage sur une feuille de papier, on arrive à créer quelque chose d'harmonieux. On peut créer quelque chose d'harmonieux. Prendre de la hauteur, s'intéresser aux autres, monter en compétences, travailler en équipe. Et, euh, et finalement, si on comprend son voisin, on travaille mieux ensemble et on gagne du temps, on est plus efficace et on fait quelque chose de bien. Et que si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis disponible. Voilà, merci beaucoup.